Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le football sénégalais pleure. Joseph Koto, l'ancien international, est décédé cet après-midi suite à un malaise. Nous reviendrons largement sur cette triste nouvelle avec le directeur technique national, Mayacine Mar. Après les professeurs, les élèves retrouvent l'environnement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale plaide pour une année scolaire apaisée. Pas de surprise à l'Assemblée nationale, le bureau sortant a été reconduit. Le maître mot reste la stabilité du côté de la majorité comme de l'opposition. Et puis les bonnes feuilles de la rédaction zooment ce soir sur l'œuvre de Tabaragnon, auteur du livre Calèche d'une demoiselle. Note de lecture de Ibou Diouf à découvrir dans cette édition. C'est une bien triste nouvelle pour le football sénégalais. Joseph Koto est mort cet après-midi suite à un malaise. Nous sommes en direct avec le directeur technique national Mayacine Mar, très ému. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Il y a un mot qui revient ce soir en boucle du côté des amateurs de football, c'est passionné. C'est un passionné du sport qui est décédé aujourd'hui. Ouais, je voudrais d'abord, au nom de la fédération, adresser donc toutes nos condoléances à la famille de Joseph, à sa femme. Oui. Mais je voudrais m'excuser un peu aux téléspectateurs. Oui. Je serai très fort pour ne pas sortir des larmes. Parce que c'est un grand compagnon. Et la manière dont la nouvelle est arrivée, c'est difficile de l'accepter. Oui. Avec quelqu'un, vous avez parlé hier toute la nuit et que le lendemain vous annonce son décès, sans être malade, c'est un problème. Mais ce garçon, Joseph, c'est le parcours d'un sportif parfait. Il a joué à son jeune âge. Il a joué à la Jeanne d'Arc, les beaux jours de la Jeanne d'Arc. Il a été international. Il a joué Caire 86. Il s'est exilé en Arabie Saoudite. Il est revenu. Il a porté le manteau de l'entraîneur. Bien sûr, on va revenir sur son parcours. Ce serait intéressant de s'arrêter sur ce que vous venez de dire. Vous l'avez eu la nuit dernière. Hier soir, on a parlé. Oui. On a parlé hier soir. On taquinait. On a parlé du match de Nabu-Sénégal. Ensuite, on a parlé un peu du symposium à Hambourg. On disait, écoute, il faut qu'on soit dans le même hôtel ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. L'hôtel Sars, tout à l'heure, il me dit, mais il m'a appelé pour réserver 2 chambres. Tout à l'heure. Il me dit, mais c'est pas possible. Oui. Et c'est difficile. Tout à fait. C'est difficile de croire parce que, bon, souvent on vous annonce quand même quelqu'un est malade. Oui. Bon. Mais et c'était pas son cas, il n'était pas malade. Il est décédé donc cet après-midi suite à un malaise à l'âge de 61 ans seulement. Durant sa carrière de joueur puis entraîneur, il aura réussi à bâtir une très bonne réputation dans le monde du football. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Il va rester comme l'un des rares sélectionneurs sénégalais vainqueur d'un trophée. Joseph Koto n'est plus. L'ancien footballeur international, devenu plus tard entraîneur, a succombé à un malaise ce jeudi à l'âge de 61 ans. De courte taille, le Sénégalais d'origine béninoise fut un joueur virevoltant, brillant avec la Jeanne d'Arc de Dakar. Dans les compétitions locales dans les années 80, il faisait partie de la sélection du Sénégal pour la CAN 1986. Après une longue carrière de footballeur, il se reconvertit comme entraîneur dans son club de cœur. Aguerri sur le banc, il rejoint le giron des sélections nationales. Joseph Koto les fera presque toutes, en conduisant les juniors 2 fois de suite en finale de la CAN de la catégorie en 2015 et 2017 et au mondial, une première pour le Sénégal qui s'arrête en demi-finale en 2015. Auparavant, il a eu à remporter le tournoi de l'UEMOA avec la sélection locale qu'il amène jusqu'à la finale du CHAN en 2009. Des performances qui poussent la fédération à le choisir comme intérimaire en remplacement d'Amara Traoré après la CAN 2012.
Une expérience de courte durée sur le banc des Lions avant que Koto ne revienne à ses anciennes amours, les catégories inférieures. Pas plus tard que cette année 2021, en juillet dernier, plus précisément, le sélectionneur à la casquette toujours vissée sur la tête a conduit la sélection locale à la finale de la COSAFA Cup. La dernière étape d'un parcours de sportif pas commun dans le football sénégalais. Repose en paix Joseph Koto, un lion, un vrai. Je rends grâce d'abord à Dieu de m'avoir ramené aujourd'hui à cette finale. Mayacine Mar, c'est ça, Joseph Koto. Il est aussi l'un des plus beaux palmarès du football local, n'est-ce pas? Je pense que ça, tout le monde le connaît. Oui. Je crois que son parcours en tant que footballeur, il a été l'un des meilleurs au Sénégal, il faut le dire également aussi. Mais en tant qu'entraîneur également aussi, je pense qu'il passe être l'un des plus titrés dans ce football. Parce que il a commencé avec moi en équipe nationale. Oui. En 2000 jusqu'en 2006. Il était mon adjoint. Nous avions gagné pendant ces 6 ans-là la Coupe Cabral en 2002. Aussi le président Ouad lui-même qui nous a affrété l'avion, qui nous a reçus après cette finale à Bamako, avant même la CAN 2002. Nous avons gagné la LG Cup également au Nigeria, 150 millions. Nous avons gagné également d'autres combats vraiment ensemble. Et depuis que j'ai été nommé directeur technique, il a été toujours avec moi. Oui. Parce qu'il a été entraîneur de l'équipe nationale U20 en 2015, quand nous organisions la CAN ici. Il a été le premier entraîneur à jouer une finale de Coupe d'Afrique en petite catégorie. Oui. Et jouer également en demi-finale de Coupe du Monde. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Oui. Et il réédite en 2017 sa qualification face à des équipes, à des ogres. D'où ce surnom de Koto Boys. De Koto Boys, voilà. Oui. Et là également aussi, il s'est qualifié en 2017 en Zambie. Il joue la finale également de la Zambie, n'est-ce pas? Et il va également en Coupe du Monde en quart de finale. Après, il a eu à entraîner l'équipe nationale du Sénégal, comme l'a dit, par intérimaire. Il a eu également aussi à entraîner l'équipe locale. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, au mois de juillet passé, c'est lui qui a amené l'équipe locale en Afrique du Sud, le tournoi de Kosovo, avec une équipe, quand il partait, il me dit, vous m'amenez au Sud. Parce qu'en fait, comme il l'a dit, tous les joueurs des équipes africaines n'étaient pas donc dans cette sélection. Donc, pratiquement, je peux dire que c'était des joueurs au 3e poste. Bien sûr. Mais il a su faire une bonne équipe et gagner Namibie, Malawi, toutes ces équipes-là pour jouer la finale contre l'Afrique du Sud, qu'il a perdu. C'est l'un des personnes qui a un parcours vraiment parfait comme sportif. Dans footballeur, formateur, n'est-ce pas? Et également aussi avoir à gagner beaucoup de choses dans le football. C'est vraiment un homme du sérail, et c'est le cas de le dire. Joseph Koto a fait les beaux jours de la Jeanne d'Arc de Dakar. Koto était un conquérant, mais surtout un patriote, témoigne le doyen Abdoulaye Diaw, regardé lui aussi très très ému. Profondément bouleversé et attristé par l'annonce du décès de Joseph Koto, que j'ai connu en tant que footballeur, puis en tant qu'homme. Avec la Jeanne d'Arc, il a fait des merveilles, tellement justes qu'avec la Jeanne d'Arc, un jour, il s'était frayé le chemin qui devait mener au professionnalisme. Je me souviens, quand Monaco est venu jouer à Dakar, il y a cela très longtemps, grande équipe de Monaco, battue à Dakar 3-0, Joseph Koto, ce soir-là, avait été le grand signataire du succès de la Jeanne d'Arc. Je me souviens d'ailleurs que l'équipe de la Principauté, à l'époque, avait voulu l'enrôler. Ça ne s'était pas réalisé entre dirigeants de Monaco et ceux de la Jeanne d'Arc. Avoir marqué son époque, et en club, et en équipe nationale. Avoir été de la génération qui a ramené le football sénégalais parmi l'élite, c'est suffisant pour ne pas disparaître. Avoir appartenu à l'un des clubs les plus populaires au Sénégal, la Jeanne d'Arc, c'est suffisant pour être éternel. Alors Joseph Koto est dans la chambre de ceux qui ne disparaîtront pas. Mayacine Mar, nous avons connu Joseph Koto, mais vous avez connu Boutchou, c'est-à-dire en privé. Comment il était en privé, Joseph Koto? Un garçon jovial. J'avoue que j'ai passé 20 ans avec lui, de 2000 à 2021. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Jamais. Jovial, farceur à la limite, comique à la limite, n'est-ce pas? Quelqu'un vraiment
qui n'avait aucun souci dans la vie. Vous ne pouvez jamais voir Koto pensant qu'il a des problèmes. Non. À chaque fois que tu le vois, c'est le sourire. N'est-ce pas? C'est un mot qui te balance, n'est-ce pas, pour te faire rire. Oui. N'est-ce pas? Et ça, le témoignage que je te dis, c'est le témoignage de tout le monde. Oui. Et une grande complicité avec sa femme, Dina. Aujourd'hui, c'est la personne qui j'avoue, très grande complicité. Oui, avec sa femme. Avec sa femme. Vous le trouvez chez lui en train de danser, mettre la musique, danser avec sa femme. Je te jure, wallahi. Hein? Aujourd'hui, des personnes comme Pitou Konaté, Jamal Omaïs, Diop Isaac, c'est des gens qui ont perdu. Oui. Parce que c'est ses compagnons en dehors même du football. Et nous également aussi, j'avoue que... Et le message que je lance, c'est que il nous faut, nos sportifs, vraiment, comprendre que la vie elle est éphémère. Tout à fait. Nous devons être unis et ensemble. Parce que quand même, nul n'aurait jamais pensé qu'aujourd'hui, on nous aurait dit que Koto est parti. Aussi vite. Que Dieu l'amène au paradis. Amen. Et il rejoint son ami Oumar Seck. Oui, ancien président de la GIA. Et Jules François Bokandé. Oui. Que Dieu le fait rencontrer au paradis. Amen. Merci et bon courage Maya Senmar, directeur technique national, très ému donc suite à la mort de Joseph Koto suite à un malaise cet après-midi. Bon courage et merci quand même d'avoir fait le déplacement pour venir témoigner en direct sur Joseph Koto, votre ami. L'autre grand titre de cette édition, la rentrée des classes après les professeurs, c'était au tour des élèves de retrouver l'environnement scolaire ce matin. Fatima Touré et Amadouba. Il est 8h, ils sont déjà dans l'enceinte de l'école, accompagnés par leurs parents. Inscription, retrouvailles entre amis sont les moments forts de cette rentrée 2021 au lycée de Ouakam et à l'école primaire Ouakam 6. La reprise se passe au mieux, soutiennent ces élèves trouvés devant le bâtiment administratif. Ça fait des mois, j'attends les cours comme ça, de voir mes amis, voir mes profs, être sérieuse surtout. De dire à nos profs de nous aider parce que aussi sans eux nous on ne peut pas réussir. Pour ses parents, même si la rentrée scolaire s'est bien passée, ils restent sceptiques pour une année scolaire apaisée. Quand je venais, je l'ai dit, tu vas dans une autre école qui est différente de celle où tu étais l'année dernière. Donc là-bas, c'est le travail qui t'amène là-bas. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure la secrétaire, que moi où mon fils étudie, chaque mois, je vais là-bas. Donc c'est pour juste savoir comment il se comporte. Pour ces responsables d'école, toutes les mesures ont été prises pour la rentrée de cette année, y compris le respect du protocole sanitaire. L'équipe pédagogique est là, les enseignants, les femmes de charge, donc tout le monde est là, tout le personnel est là, présent. Les élèves aussi sont venus avec leurs parents en masse. Les choses se passent bien. Tous les préparatifs de la rentrée ont été faits, comme le désherbage de l'établissement, n'est-ce pas? Les inscriptions ont commencé depuis 2 semaines. Plus de 4 millions d'élèves vont retrouver les classes pour cette année scolaire 2021-2022. Parents comme élèves demandent à l'État de respecter les engagements pris pour un bon déroulement de l'année scolaire. Et dans sa traditionnelle tournée de rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale s'est arrêté au CIM de Anne, un choix loin d'être anodin. Souvenez-vous, les scènes de saccage qui avaient éclaté dans cet établissement lors du dernier jour de l'année scolaire passée. Eh bien, devant le ministre, les élèves ont présenté leurs excuses. Mamadou Fall et Pape Sangoni Baye. Des pancartes pour regretter leurs actes de la fermeture des classes. Les élèves du CM de Anne Belair se sont excusés devant le ministre de l'Éducation nationale et promettent de veiller à la discipline et à l'assiduité. Avec des regrets profonds que nous revenons sur la journée du 14 juillet 2021, où nous avions déchiré nos cahiers, vandalisé nos classes et piétiné nos tenues. Nous avons conscience d'avoir très mal agi et nous en avons mesuré les conséquences. Nous présentons ici nos plus sincères excuses à toute la communauté éducative en vous assurant que cela ne se reproduira plus. Une attitude bien appréciée par Mamadou Talla. Pour le ministre, le CM, ma question est un exemple.
ce que nous avons constaté ici, c'est que c'est une école propre, attrayante, des élèves engagés. Nous avons écouté leur message, un message d'excuse. Mais comme on le dit, une faute avouée à moitié pardonnée. Mais nous nous dirons qu'ils sont totalement pardonnés en réalité, pas seulement à moitié pardonnés. Nous avons pris comme focus cette année de faire revenir, en tout cas, de faire recours en tout cas à nos valeurs de citoyenneté, des vertus en tout cas qui ont ça et là manqué, et la communauté éducative est engagée pour ça. Le ministre ajoute que toutes les composantes de l'éducation sont en train de discuter pour une année scolaire apaisée. Les syndicats réclament le redémarrage du monitoring, qui est effectif, qui a redémarré. Donc nous avons fait notre première réunion de monitoring. Avant-hier, le ministre aussi de l'économie et des finances et le ministre du Travail a rencontré les syndicats. Courant mois de novembre, la fonction publique et l'éducation nationale vont encore rencontrer les syndicats. Et au début du mois de décembre, nous allons encore faire une autre réunion de monitoring. Donc tous les 3 mois, il y aura une réunion pour la prise en tout cas en compte de ce qui était dans les accords, pour évaluer, voir ce qui est fait et ce qui est en train d'être fait, et où est-ce que nous avons des problèmes pour pouvoir les lever. La traditionnelle rentrée scolaire initiée par la tutelle a démarré à Ngor avant d'être bouclée en Mbao. Tout est en ordre selon les autorités éducatives. Et tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup Mamadou. Le CUSEMS, ce cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, déterre la hache de guerre. Le syndicat va déposer un préavis de grève dès ce vendredi. Les camarades de Abdoulaye Ndoye sont contre la relance du monitoring des accords. Le CUSEMS appelle à l'instauration d'un système de rémunération juste et équitable. Fat Bintou Conté et Mohamed Diagne. À peine l'école a rouvert ses portes que le CUSEMS, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, déterre la hache de guerre. Ce syndicat d'enseignants va déposer ce vendredi un préavis de grève. Le CUSEMS se réserve le droit de déposer dès demain, vendredi 15 octobre 2021, un préavis de grève. Il exhorte ses militants et sympathisants, au-delà, tous les citoyens soucieux de la stabilité et du rayonnement de notre école, de notre démocratie, à se mobiliser afin de les garantir. Car pour le CUSEMS, le gouvernement tente d'abuser l'opinion en parlant de relance du monitoring des accords déjà signés. Au-delà du discours sur le patriotisme des enseignants qui ont observé une accalmie de 2 ans et contribué diversement à la lutte contre la pandémie, devrait poser des actes forts, concrets de nature à les rassurer, à apaiser l'espace scolaire. C'est pourquoi le CUSEMS est clair là-dessus. Le monitoring aujourd'hui est révolu. Ce qui reste, c'est la matérialisation des accords. Abdoulaye Ndoye et ses camarades estiment que la stabilité du système réside dans l'équité lors de la rémunération des enseignants. Le CUSEMS ne se laissera point distraire. Le seul gage de la stabilité du système réside dans l'instauration d'un système de rémunération juste et équitable. Notre combat s'articule autour de l'équité et de la justice sociale. En effet, les agents de l'État doivent être traités avec impartialité, justice. À la une également, l'Assemblée nationale opte pour la continuité. Le bureau sortant a été reconduit à 100%. Aïmé Onying garde son poste de président du groupe parlementaire de la majorité et Cheikh Mbacké Bara Dolly celui de l'opposition. Alassane Ba et Diafara Ba ont assisté à la session unique ordinaire ce matin. Les scrutins se sont passés normalement. Aucun changement n'est noté dans le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Les présidents des groupes, celui de la majorité comme de l'opposition, ont opté pour la continuité. Parce que nous sommes à la dernière année de la législature et nous avons pensé qu'il fallait assurer la continuité pratiquement en renouvelant le bureau à 100%. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients du travail que nous avons à faire et que nous puissions le faire dans l'intérêt de notre pays pour voter évidemment les lois, assurer la représentation nationale, mais aussi justement travailler pour l'équilibre des pouvoirs. Loolu bettu ma woon ndax li tax bettu moom mooy dañu nekk ci jamono boo xam ne élection day bëgg a ñëw ba tax na jàppoon naa ne ay changement yu bari du am ci groupe yi ndax nun ñi suñu groupe ni mu demee woon rek noonu lañ ko tëralee woon amul benn changement
mais aussi loolu it laa gis ci majorité bi ne noonu lañ doxalee. Les différentes commissions sont restées inchangées. L'Assemblée nationale a donc démarré ses activités. 121 députés ont répondu présents à cette session unique ordinaire 2021-2022. Le bureau de l'Assemblée nationale va se réunir lundi pour statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des deux députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, vous le savez, cités dans un trafic présumé de passeports diplomatiques. Le président du Parlement, Moustapha Niasse, promet une grande transparence. Nous l'écoutons avec Alassane Ba. Je puis vous dire que la demande de levée de l'immunité parlementaire de nos collègues sera traitée conformément à la Constitution du Sénégal et au règlement intérieur de l'Assemblée, dans le souci strict du respect des procédures. J'y veillerai personnellement à chaque étape avec toutes les instances compétentes et les députés concernés, comme nous l'avons toujours fait dans la transparence absolue. Lundi à 11h, le bureau de l'Assemblée va se réunir sur ce dossier pour démarrer la procédure, lundi à 11h. Je voudrais préciser que ni le président de l'Assemblée nationale, ni les instances de l'élection parlementaire ne peuvent créer des dossiers portant sur la levée de l'immunité parlementaire des députés. Je veux que ça soit clair de manière définitive. Au chapitre judiciaire, il a été condamné de 3 mois de prison avec sursis. Guy Marius Sagna recouvre ainsi la liberté, mais ses avocats comptent interjeter appel. Écoutons l'un d'eux, Maître Moussa Sarr avec Fatou Bintou Conté. Je m'attendais naturellement à une décision de relax parce que nous estimons que les deux conditions cumulatives pour qu'il y ait infraction n'étaient pas réunies en l'espèce. Et ces deux conditions, c'était l'existence d'une fausse nouvelle et un discrédit sur les institutions. En l'espèce, Guy n'a jamais donné de fausse nouvelle. Guy a fait un jugement personnel sur une situation qu'il a vécue. La deuxième chose, la gendarmerie, au regard de la loi, de la Constitution et de la loi de 1974 sur le personnel et les services de la gendarmerie est une force, c'est un corps, donc ce n'est pas une institution. Les institutions au Sénégal sont énumérées limitativement par l'article 6 de la Constitution. Par conséquent, les conditions cumulatives pour l'existence d'une infraction n'existaient pas en l'espèce. C'est pourquoi nous allons interjeter appel pour continuer le combat. Toutefois, comme je l'ai dit tantôt, nous nous félicitons de la liberté recouvrée par Guy, même si nous contestons la décision de condamnation par un appel qui sera interjeté immédiatement. Youssou N'Dour, nouvel ambassadeur du 9e Forum mondial de l'eau qui se déroulera à Dakar en 2022. L'annonce a été faite ce matin à l'occasion de la seconde réunion des parties prenantes qui s'est déroulée ce jeudi au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio à Dakar. L'artiste appelle à une forte mobilisation pour Dakar 22. Cette seconde réunion des parties prenantes est une étape importante du processus préparatoire du forum qui permettra notamment de définir le programme final des sessions thématiques. Destination Dubaï à présent pour revenir sur le National Day, la journée dédiée au Sénégal. L'inauguration du pavillon par le président de la République Macky Sall, le Country Business Forum, sont deux événements qui représentent les moments forts de cette journée qui s'est soldée par la signature d'une convention entre le port autonome de Dakar et entre le PAD et DP World de Macky Sall et Macky Sall. Voyons tout cela avec Sarah Cissé et Hamza Diallo. Une forte délégation gouvernementale qui a accompagné le chef de l'État présent à Dubaï dans le cadre de la célébration de la journée dédiée au Sénégal. Une occasion saisie par Macky Sall pour rappeler tout le sens d'une exposition universelle. Dans un monde d'interdépendance et d'interconnexion, mais aussi, hélas, de turbulences et de conflits violents, les peuples ont en effet besoin d'apprendre à vivre ensemble, à se comprendre et à se respecter mutuellement, mais également à échanger pour plus de progrès et de prospérité en préservant l'environnement. Le chef de l'État en a également profité pour vanter les mérites du pavillon sénégalais. Le pavillon du Sénégal qui se trouve au cœur du site de l'Expo offre au monde un échantillon de ce que nous faisons de meilleur dans le sens du progrès et du développement, à l'image
par exemple du train express régional, de Smart Sénégal et du projet du port du futur à Ndayan. 3 infrastructures modernes de connexion qui renvoient au thème de l'expo. La culture a été au cœur de la célébration du National Day. Artistes, troupes de danse se sont succédés sur la scène avant l'inauguration du pavillon en tant que tel. Situé dans le département de la mobilité avec une grande partie de son expo sur les infrastructures du plan Sénégal émergent, le Sénégal a adhéré au thème de l'exposition universelle « Connecter les esprits ». Construire le futur. Nous sommes venus présenter les sauts qualitatifs importants que le Sénégal est en train de mener dans le domaine de la mobilité. Alors dans la capitale, c'est d'abord le projet de train express régional, mais complété dans un système de mobilité capacitaire avec le projet de bus rapide transit. Le programme Smart Sénégal qui est au service de tous les secteurs de notre vie économique et sociale, et qui devrait permettre à notre pays de franchir un autre cap et de vraiment accélérer son processus vers l'émergence, vers le développement. Et cela, nous devons non seulement capitaliser ces expériences, mais également développer des partenariats publics-privés qui permettront d'industrialiser tout ce processus de digitalisation qui a été lancé par le président Macky Sall. Deuxième étape de cette tournée, le Country Business Forum, une rencontre entre le secteur privé des Émirats et celui du Sénégal qui a d'ailleurs abouti à la signature d'une convention entre DP World et le port autonome de Dakar. Plus de 840 millions de dollars d'investissement au profit de la construction du port de Ndayan. Voilà, préciser que la convention a été signée entre DP World et le port autonome de Dakar. Moustapha Diakhaté condamne les propos du président Macky Sall qui demande aux Sénégalais de s'inspirer de Dubaï en étant plus exigeants en matière de propreté. Une sortie maladroite selon Moustapha Diakhaté. Une grande colère. Un président de la République ne peut pas fustiger son pays à part de l'étranger. Si les rues de Dakar sont sales, s'il y a occupation anarchique, il faut l'imputer à tous les gouvernements qui sont succédés au Sénégal qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Si Dubaï est propre aujourd'hui, comme ils le chantent, c'est parce que les leaders de Dubaï ont géré leur pays, ont mis de l'ordre. Moi, je justifie effectivement cette déclaration parce qu'un président de la République ne peut pas, ne doit pas stigmatiser son pays à partir de l'étranger. S'il a des choses à dire aux Sénégalais, il doit le dire ici au Sénégal. Et d'ailleurs, on n'entend pas de lui qu'il parle de la pagaille à Dakar. On attend de lui qu'il prenne des dispositions pour lutter contre la pagaille. C'est ça le rôle d'un président de la République et non déplorer. Et parlons du COP26, Glasgow en Écosse. Le Sénégal compte y participer. Les pays africains s'intéressent à l'accord de Paris. Les pays impactés par le réchauffement climatique se voient lésés. Ils comptent faire bloc cette année pour faire avancer les négociations, selon le ministre Abdou Karim Sall. Pour ce qui concerne le processus bilatéral, les pays développés veulent qu'il n'y ait pas de prélèvement pour financer l'adaptation. Ils veulent que ce soit un prélèvement ou une contribution volontaire. Or, aujourd'hui, il est important que ce fonds soit bien alimenté pour que nous puissions, nous pays africains, qui ne sont pas forcément responsables de ce qui se passe aujourd'hui avec les inondations, les sécheresses, l'avancée de la mer et les autres phénomènes que nous observons intimement liés au changement climatique, que nous puissions trouver des mécanismes et des financements pour faire face à ces situations. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse au roman Calèche d'une demoiselle. C'est le titre du livre de Tabaragnan. L'auteur nous transporte dans sa calèche pour partager avec nous des moments forts de sa vie. Note de lecture avec Ibou Diouf et Mohamed Dieng. Quand on évoque le vécu d'une dame, d'une auteure décidée à compter une partie de son passé,
Elle nous invite à bord d'un moyen de locomotion, la calèche. Calèche, ça renvoie vraiment à la ville de Saint-Louis, où j'ai grandi, effectivement, auprès de ma grand-mère maternelle. Donc, mais au-delà de cette symbolique, il y a aussi un voyage, parce qu'il y a Debo, le personnage principal, donc, qui invite les lecteurs à un voyage sur sa vie. Dans cet ouvrage, Tabaragnan revient sur l'environnement du travail dans les entreprises et la place réservée aux femmes. Parce que les femmes qui ont envie de briser le plafond de verre, elles sont toujours confrontées à un certain nombre de difficultés. Parce que les hommes qui sont autour ne leur facilitent pas la tâche. Dans cette calèche, l'auteur nous embarque pour entamer la narration de quelques séquences de sa vie. Qui est tiré bien entendu d'un fait divers, parce qu'il y a quelques mois de cela, donc la presse faisait état d'une dame qui voulait accoucher à l'hôpital Maguilène Senghor, mais qui malheureusement n'a pas pu être reçue et finalement elle a accouché sur le trottoir. Et j'ai voulu reprendre ces faits divers, donc en y mettant un peu de fiction, bien sûr. Tabaragnan, c'est aussi la passion de la lecture. La littérature est pour elle un lieu de refuge. Je suis tombée dans la lecture par hasard. Parce que petite, j'ai bégayé beaucoup, j'ai zézayé aussi beaucoup. J'étais plus ou moins raillée par mes camarades de classe. Et pour me réfugier, donc, je me suis mise à lire, je me suis mise dans un monde de silence. Et ce monde de silence m'a permis aussi quelque part de pouvoir lire aussi la société, donc tout ce qui m'entoure. 270 pages proposées au lecteur, la calèche d'une demoiselle, pour un clin d'œil aux bonnes dames et pour dénoncer une tare de notre société, le sexisme. Voilà, un livre donc à dévorer. Merci beaucoup Ibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Bart Limingom dans Soir d'Info et son invité ce soir, Monsieur Tierno Bokoum. Excellente suite des programmes sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.